dans cette nouvelle vidéo du Royaume de Siam. Donc c'est une petite playlist que j'ai créée pour vous raconter ma vie tout simplement. Aujourd'hui j'ai décidé de faire 20 faits sur moi. Je me demandais qui voulait avoir en interview et il y en a plein qui m'ont dit oui, toi-même. Donc ok, alors comment faire une vidéo où je peux vous raconter un petit peu mon parcours. J'ai trouvé cette option, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai le visage rouge parce que j'ai fait un black mask tout à l'heure. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, donc c'est dimanche, hein, on est en mode naturel. Des pouces bleus pour ma petite Djellaba qui est trop mignonne, j'adore. Ah voilà, j'ai pris des petites notes. Donc premier fait sur moi, je suis née le même jour que Rihanna. Alors pour vous dire 3 traits de caractère de la femme poisson qui me correspondent, donc hypersensible. Alors ça c'est valable pour tout, hein. C'est-à-dire que je suis je capte toutes les vibes. S'il y a une personne mal intentionnée, je vais la sentir. S'il y a un problème là, je vais le sentir. Je sens tout. Je suis hypersensible. Genre, j'ai un 6e sens. J'ai de l'intuition. C'est un truc de fou. Donc hypersensible, créative. Je suis très exigeante en général. Ouais, je suis très exigeante. C'est-à-dire que je me contente pas du médiocre, je veux ce qu'il y a de mieux et quand il y a un truc qui me convient pas, ça va pas du tout. Fait numéro 2, je suis d'origine algérienne, donc voilà, je suis d'origine algérienne, j'en suis très fière, of course, comme tous les Algériens d'ailleurs, hein, Tahia El Jazair. Donc pour raconter un petit peu l'histoire de mes parents, alors mes parents ils ont grandi au bled, hein. Moi ma mère elle est venue en France, elle avait 7 ans, mon papa il est venu en France quand il a eu 19 ans. Mon père il est venu vraiment, il était très pauvre, il est venu, il avait 50 francs en poche et il est venu en France, il a fait ses études, il s'est élevé dans la société et il a rencontré ma mère pendant qu'il faisait ses études, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Et voilà, mon papa il a fait de longues études, hein, il est devenu docteur ingénieur. Après il y a des profs de fac et ma maman elle a fait ses études aussi, hein, elle est devenue infirmière et ils nous ont eu et voilà et il y a eu ma grande sœur, après il y a eu moi et après il y a eu ma petite sœur. Fait numéro 4, je viens de la campagne, je suis issue d'un petit village, une petite bourgade pas loin entre Toulouse et Montauban dans le sud de la France. Donc voilà, c'est de là où je viens. Quand j'étais petite, j'adorais aller donner à manger aux poules. J'adore les animaux. J'avais plein de chiens, j'étais tout le temps dehors avec mes chiens. Je grimpais aux arbres. J'aime trop les animaux, j'adore les animaux. Et j'ai des poules et j'ai des moutons aussi. Fait numéro 5, j'ai étudié dans un lycée militaire de la 5e à la terminale. Donc il y a eu, on va dire, je vais pas en faire des faits, mais pour vous, parce que sinon la vidéo va être un peu triste. Il y a 2 gros événements qui ont marqué ma vie. C'est la perte de mon papa quand j'avais 9 ans et la perte de ma grande sœur il y a quelques années, avant que je parte aux États-Unis en 2010. Ça m'a beaucoup forgé mon caractère. À chaque événement difficile que j'ai traversé, je me suis mis à fond dans le travail. Donc moi quand j'ai perdu mon père, j'avais envie de le rendre fier, j'avais envie de faire de longues études et je cherchais n'importe quel moyen pour essayer de faire honneur à sa mémoire. Dans le sens où voilà, il fallait que... Moi j'ai toujours eu le côté artistique qui était présent, hein. Je dansais, je chantais, je faisais... Voilà, j'étais... Vraiment, dans les vidéos, quand j'étais petite, c'était quand mon père il avait une caméra, j'étais tout le temps devant papa, filme-moi. Enfin, j'étais tout le temps, j'ai toujours voulu être derrière les caméras. Alors, il faut ignorer papa. Ouais, tu l'ignores pas, regardez bien dedans la caméra. Mais arrête, Yann. Alors, ça va, papa, tu vas bien? T'as bien mangé? Tu l'as pas. Quoi, ben? J'aurais t'as bien mangé. Jamais rien. Je cherche les chiens. Tu peux me faire un bisou? Depuis que je suis petite, attirer l'attention, faire des trucs, du théâtre, de chanter, tout ça. J'ai toujours voulu faire ça, mais il y avait le côté sérieux également, côté des études, parce que mon père il m'a toujours dit, oui Siam, dans ce pays, il faut travailler 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois plus que les autres pour que ton travail soit reconnu. C'est pas une critique, c'est juste la réalité des choses, parce que malheureusement, voilà, il faut faire sa place, il faut montrer qu'on est méritant, voilà.
Donc il m'a dit, fais des longues études, il faut que tu fasses tes études. Donc moi, pour honorer sa mémoire, j'avais envie d'être dans un cadre dans lequel je pouvais m'émanciper et étudier et voilà, avoir de bons résultats et pour avoir un bon métier plus tard. Et j'ai pensé au lycée militaire. Donc c'était très 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 marrant d'aller dans un lycée militaire. Donc je suis arrivée en 5e. Donc là-bas, forcément, j'étais la seule arabe. Enfin, il y avait 2-3 arabes aussi avec moi. Il y avait un noir. Et c'était trop bizarre parce que j'arrive là-bas, enfin tout le monde me regardait comme ça avec des grands yeux, elle vient d'où et tout. Donc du coup moi je me suis, voilà, j'étais là, Siam Bengoua, t'es quoi, t'es algérienne, t'es quoi, t'es arabe, t'es quoi. Donc c'était marrant donc d'être avec tous ces gens-là, enfin voilà. J'ai fait ma place hein, malgré moi. C'était marrant parce qu'au début on me disait que j'étais une racaille. Donc à l'école, je me rappelle, c'était... Siam, ah ouais, c'est la nouvelle, là, c'est une racaille et tout. Bah, parce que ils ont, voilà, c'est les biais cognitifs. Hein, les gens, ils ont des stéréotypes, tout ça, parce que, voilà, avec les médias, la plupart des gens qui étaient dans ce collège, ils n'avaient pas forcément côtoyé beaucoup de personnes issues de la minorité. Donc, donc du coup, ils avaient ces idées reçues de dire voilà, c'est parce qu'elle est arabe, elle est racaille. Donc moi, ça me faisait plaisir. Au départ, j'étais là, je viens de ma campagne, on me prend pour une racaille, donc on me craint, donc on a peur de moi. Donc ça veut dire que tout le monde va vouloir être ami avec moi parce qu'ils ont peur de moi. Donc c'était plutôt marrant, mais bon, cette période n'a pas duré longtemps parce que forcément les gens ont compris et ont vu en me côtoyant que j'étais un peu inoffensive. Par contre, j'avais toujours eu mon caractère. Attention, faut pas me chercher. Hein. Donc non, c'était une période sympa, c'était marrant, c'était bien, c'était cool. J'ai fait du sport, je me suis fait des potes, puis voilà, j'ai essayé de bien bosser. Après, je comptais pas faire Saint-Cyr. Enfin, au début, je me disais oh, pourquoi pas faire Saint-Cyr et tout, parce que c'est pour ça que j'ai voulu me diriger vers cette voie-là, lycée militaire, parce que j'ai vu les... En fait, je réfléchissais, je disais, bon, qu'est-ce que je peux faire pour rendre papa fier de moi? Qu'est-ce que je peux faire comme école? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, bon, il y avait le 14 juillet, j'ai vu les Saint-Cyriens défiler, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire un lycée militaire. 6e fait, quand j'étais au collège, j'étais fan de Craig David, et je suis toujours fan de Craig David. Pour moi, c'est le meilleur MC, le meilleur chanteur alive. Je me souviens, j'avais des posters de Craig David au mur. C'était très très drôle parce que tous les soirs je lui faisais un bisou. C'était l'archouma. Vraiment, je sais pas, j'ai les hormones en feu et tout. J'étais amoureuse de Craig David. Genre à tous ses anniversaires, je lui écrivais une carte. Tu sais, j'allais acheter une carte et je lui écrivais des mots doux en anglais. Hein. C'est d'ailleurs grâce à Craig David that I speak English very properly. C'est parce que mon rêve c'était de rencontrer Craig David et de parler avec lui juste en anglais. Et donc du coup, ouais, c'était... Ouais, j'étais fan de Craig David, d'ailleurs je l'ai vu en concert après quand je suis allée en seconde, je suis allée en concert avec mon oncle, il m'a emmené voir Craig David au Zénith à Paris, j'étais trop heureuse. Fait numéro 7, quand j'étais au collège, j'étais en surpoids, c'est-à-dire bon, je faisais pas 80 kilos, mais je faisais 75 kilos, un truc comme ça, pour 1m67 à l'époque, là j'en faisais 70 donc j'étais plus petite. Donc à l'époque, voilà, voilà, on m'appelait parce que Siam à l'envers, ça fait maïs. Tu mets les lettres de Siam à l'envers, ça fait maïs. On m'appelait maïs, grosse cuisse, popcorn. J'avais tous les surnoms ridicules. Par contre, j'avais plein d'amis hein, au collège parce que voilà, j'étais plutôt rigolote et tous les gens m'aimaient bien. Mais j'étais la mascotte, quoi. Il y avait zéro mec qui me calculait, quoi. J'étais la grosse copine, quoi, la copine rigolote. J'étais une batata. Bon, j'avais pris du poids forcément comme vous pouvez peut-être l'imaginer, voilà, quand j'ai perdu mon papa, je me suis plongée dans la nourriture. C'était une façon de combler le manque, le vide laissé par ce grand monsieur. Donc du coup, voilà, j'ai mangé et j'ai pas explosé. Hein. Je me suis pesée un jour, je rentrais plus dans mes pantalons et j'ai dit non, Siam Bengoua, il va falloir aller se bouger le cul, pardon. Donc voilà, j'ai décidé de faire un régime en 3e et j'ai perdu 13 kilos parce que je me suis dit voilà, à l'époque j'avais 15 ans, je me suis dit voilà j'ai 15 ans, je veux pas être une grosse patate, je veux être jolie et voilà j'ai fait un régime et en 4 mois j'ai perdu 13 kilos, je suis arrivée à peut-être 60, 59, 61 kilos, un truc comme ça. 61, 62 kilos et voilà, et ça a changé ma vie parce que le regard des gens a changé et je suis arrivée en seconde, j'étais toute
toute mignonne, toute fraîche. Alors voilà, tout le monde nous regardait hein, quand j'arrive au lycée. J'étais, voilà. Bon, pour en revenir à ça. Fait numéro 8. En seconde, j'ai eu toutes les filles de terminale contre moi. Je vais vous raconter, je vais vous expliquer pourquoi. Le lycée militaire d'Autun, il se trouve pas très loin d'Auxerre. Voilà, c'est la Bourgogne, hein, c'est encore pire, c'est encore plus la campagne qu'ici. Et donc du coup, nous, par rapport à nos sorties scolaires, on allait souvent, on prenait le bus militaire, hein, on prenait le bus et on allait voir les matchs de foot de Auxerre à l'époque. Et je me rappelle, j'avais eu un autographe de Guy Roux, j'étais trop contente et tout. Ouais, j'aimais bien le sport, j'étais vraiment à fond dans le sport. J'aimais trop le foot et tout. À l'époque, le basket, la NBA, les Sixers et tout. J'étais vraiment... c'était... Voilà, je kiffais de ouf. Et donc, il y avait un joueur d'Auxerre qu'on adorait, moi et mes copines. C'était Djibril Cissé. En plus, c'était un beau gosse avec une crête et tout. Alors nous, on avait 15-16 ans. À chaque fois qu'on allait au match d'Auxerre, on faisait grave les groupies avec mes copines. Et on était là, ah Djibril. On hurlait son nom pendant tout le match. Et comme il gagnait souvent à cette époque-là, à chaque fin de match, Djibril me donnait son maillot. Et j'ai eu 5 maillots de Djibril Cissé. Et du coup, moi, le premier maillot, je le garde pour moi. Le deuxième maillot, je le donne à ma meilleure amie. Le troisième maillot, parce que voilà, collectionner les maillots pour moi toute seule, voilà, je m'en foutais un peu. Mais juste pour avoir, voilà, là, c'est à chaque fois que j'allais là-bas, les gens, ils savaient que le maillot, il allait me le donner à moi. Ils me reconnaissaient, à chaque fois, ils me le donnaient à moi. Et donc, du coup, cette fameuse cinquième fois, donc tout le monde me harcèle là, dès que les gens ils savent que je suis dans le bus. Ouais bon, le maillot de Djibril, tu me le donnes à moi. Non, tu me le donnes à moi. Non, tu me le... Parce qu'ils savaient que je le donnais à mes amis. Et genre il y avait une ancienne amie à moi, qui était plus ma voisine qu'autre chose. Et elle, cette fille-là, je me rappelle ce jour-là, c'était Auxerre-Bordeaux. Et elle supportait Bordeaux, mais elle m'a quand même demandé de lui donner le maillot de Cissé. Et moi, j'avais déjà mon oncle qui habite à Nanterre, à qui je l'avais promis parce qu'il est vraiment fan de foot. Donc j'avais dit non, je vais le donner à mon oncle. Il me dit non, mais tu m'as dit que tu as... Alors ça fait une histoire de fou. Du coup, cette fille-là, comme je lui ai pas donné le maillot, quand je l'ai reçu, parce que pour la 5e fois, il me l'avait donné, elle a monté toutes ses copines de terminale contre moi. Donc il y a un truc qu'il faut savoir dans les lycées militaires, c'est qu'il y a du bizutage. Et j'en ai été victime. Bon, pas non plus victime, genre on m'a pas frappé tous les jours, on m'a pas insulté tous les jours, tout ça. Mais 100 jours avant le bac, il y a eu deux événements dont j'ai été victime à cette période-là. 100 jours avant le bac, il y a un truc qui s'appelle les persans. Je sais pas si ça existe toujours dans les lycées militaires, mais donc 100 jours avant le bac, tous les élèves de terminale, toutes les filles et les garçons, ils descendent dans les dortoirs des secondes et des premières pour faire des jeux et en bisuter quelques-uns. Ceux qu'ils aiment pas, en fait, ils assoient leur autorité sur eux et ils les malmènent. Et moi, forcément, vu qu'elle avait monté toutes les terminales contre moi, personne ne m'aimait, toutes les filles de terminale, la plupart des filles de terminale ne m'aimaient pas. Donc forcément, alors voilà, alors je vous dis quelques-uns des rituels, il y a des jeux, alors ils te font tous un t-shirt où ils écrivent ton surnom et à l'époque ils te mettent un poids. Le nombre qui est écrit sur ton t-shirt en termes de poids, c'est proportionnel à la haine qu'ils ont envers toi en fait. Donc il y avait des nanas qui avaient poids léger, qui avaient une petite plume dessinée, ou qui avaient 1 kilo ou 3 grammes. Vraiment c'était des tout petits poids parce que bon on t'aime bien, voilà. Et les filles qui avaient des gros poids, ça veut dire qu'on les aimait pas. Et moi... je crois que j'ai eu 23 000 tonnes, je sais plus combien. J'ai eu un poids énorme, un poids très 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 lourd. Et en plus derrière, il y avait un gros bonhomme Michelin qui est dessiné. Donc ça, je savais que c'était en rapport avec cette personne-là qui ne m'aimait pas parce que quand j'étais plus petite, elle disait que je ressemblais à un bonhomme Michelin tellement j'étais grosse. Donc voilà, j'ai dû porter ce t-shirt toute une soirée. J'étais forcée de le porter. Et t'avais tous ces gens-là qui se foutaient de ta gueule, quoi. Après ça, il y a eu le bal des termes. Le bal des termes, c'est à la fin de l'année, avant le bac. Il y a un bal où il y a toutes les terminales, on est tous en robe de soirée, tout ça. Et moi, on m'a sollicité pour chanter. Parce que voilà, je chante.
Je chantais tout le temps, depuis le collège, à chaque fois on me dit Siam, chante et tout, les chansons dans le bus, je chantais tout le répertoire de Disney, il est passé quand on faisait des sorties dans le bus, tout le monde savait que je chantais et tout le monde aimait bien m'entendre chanter. Donc du coup, quand je suis arrivée en seconde, on m'a sollicité pour chanter au bal des termes parce qu'il y a un petit groupe, des petits mecs. En plus, j'étais à la fanfare, donc forcément, les gars, ils me connaissaient déjà parce que je faisais du saxophone et que voilà. Donc les gens, ils se connaissent entre musiciens et donc moi, on m'a sollicité pour que je chante. Sauf qu'il y a une des chansons qui était sur un CD. Donc il y avait des chansons avec le groupe et il y avait une chanson. Enfin non, même je crois que j'avais même pas chanté avec le groupe parce qu'ils voulaient que je chante du Evanescence et que moi c'était pas trop mon délire. Moi c'était plus. À l'époque c'était plus Destiny's Child et Shakira que Evanescence. Donc du coup, moi j'avais mon CD à moi et j'avais prévu de chanter une chanson. Mon CD. Donc j'ai chanté une première chanson avec des chœurs, des copines à moi qui faisaient des chœurs. J'avais cette chanson Shakira que je devais chanter, la Objection Tango. Ces filles qui me détestent ont trouvé le CD parce que je l'ai donné au DJ avant. Et avant que je passe pour chanter, elles ont trouvé le CD et l'ont rayé. Elles ont maltraité le CD, elles l'ont rayé. Donc dès que je suis arrivée, je commence à chanter et le CD il saute. Parce qu'à l'époque c'était pas genre... à l'ancienne c'était des CD. Et le CD il saute. Donc du coup, impossible de chanter dessus. Et elles étaient tous là, ha 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 ha. Elles me regardaient et tout, et elles sont foutues de ma gueule. Donc moi, ça m'a choquée, ça m'a tellement choquée. Donc du coup, je pose mon micro et je me barre chialer dans les toilettes. Horrible, mon Dieu. Et voilà, et donc du coup, le lendemain, je vais dans les douches communes et j'entends les meufs, mais comme dans Mean Girls, quoi, des meufs trop méchantes. Et je les entends parler. Ah, vous avez vu hier comment elle s'est tapé la honte et tout. Donc après, j'ai su que c'était elle qui avait rayé mon CD. Donc du coup, voilà. 9e fait. J'ai fait les marchés. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans une famille où le travail, c'est très, 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 très important. Mon père, il nous a toujours bien appris à travailler. Et surtout ma mère. Parce que ma mère, quand mon père est parti, quand mon père est décédé, elle a enchaîné les tafs, mais il fallait la voir, quoi. Elle avait 3 petites filles. Elle nous a appris à bosser de ouf, quoi. Enfin, moi, rien que la voir, elle avait 3 tafs, tout simplement. 3 enfants, 3 tafs, incroyable. Donc voilà, c'est un super bel exemple de vie pour moi. Donc dès que j'ai eu l'âge et l'opportunité de travailler, j'ai travaillé. J'ai tout fait, hein. Mon premier travail, c'était... j'ai fait de la troncature de maïs dans les champs. Il fallait se lever à 5h du matin et t'es comme ça là, t'enlèves les trucs de maïs et tout. C'est un travail de ouf. Ensuite, il y a eu quoi comme travail? J'étais serveuse, j'ai vendu des glaces et tout, et j'ai fait des marchés. Et d'ailleurs, voilà, moi j'adore faire des marchés. Je faisais des tresses africaines, ça me permettait de rencontrer plein de touristes, c'était à Port-le-Cat. Et d'ailleurs, peut-être que cette année, je vais y retourner parce que franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Coiffer les gens, rencontrer les gens, tu fais des photos avec les gens, tu fais des photos des petites filles, tu les mets sur ton Facebook et tout. C'était vraiment une bonne expérience. En plus, dans un cadre vraiment, voilà, t'as la mer à côté. Il y fait bon vivre. Et rien que là, je suis dans le sud et quand je compare à Paris, ça n'a rien à voir parce que ici tu souffles en fait, tu vis, tu survis pas, tu vis, putain, tu sors dehors, t'as la nature, t'as le soleil, t'es bien, tu te sens bien quoi, t'es pas dans le stress et tout. Fait numéro 10. J'ai étudié aux États-Unis, donc comme je vous l'ai dit, après je suis allée dans une école de commerce franco-américaine. Moi j'étais au CEFAM à Lyon et j'ai fini à Philadelphie, à Temple University. Voilà, à Philly c'était cool, franchement c'est trop ma ville quoi. I remember when I used to climb over the art museum, you know, with my homie Rocky Balboa. Non, c'est cool, franchement, j'aime trop cette ville. C'est une ville qui a une âme. D'ailleurs, l'année dernière, j'y suis retournée, j'étais trop contente. Et ouais, l'expérience à Temple University, c'était génial. Franchement, c'était top et tout. Fait numéro 11. Quand j'étais à Philadelphie, donc c'était après, comme je vous ai dit, voilà. C'était quelques mois après avoir perdu ma grande sœur. Donc ma grande sœur, c'est une personne qui croyait beaucoup, 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 beaucoup en moi. Elle m'a toujours dit de suivre mes rêves, de suivre mes ambitions. C'était vraiment mon supporter numéro 1. Et elle m'a toujours
dit fais de l'artistique, c'est bien de faire de longues études et tout ça, mais soit dans l'artistique et tout, c'est important. Et je l'ai écouté, j'ai pris ces mots au pied de la lettre et quand je suis arrivée à Philadelphie, voilà, je me suis inscrite dans une école de théâtre qui s'appelle la John Roberts Power Agency aussi j'ai pris un cours à Philadelphie à Temple qui s'appelait Race on the Stage et qui était un cours incroyable parce que ça m'a permis de coécrire une pièce de théâtre avec un groupe d'étudiants. Et on a joué et bon, on va dire que tout le monde avait son monologue, mais c'était plus moi le chef d'orchestre parce que j'ai vraiment fait tout le squelette de la pièce de théâtre. J'ai un petit peu accordé tous les rôles en fonction de mon groupe. Et c'est un truc de fou, c'est quand j'ai écrit cette pièce, et bon, bien sûr mon histoire et l'histoire de ma sœur et de ce qui s'est passé avec ma sœur, bon, il y a des similitudes, l'histoire n'est pas la même, mais... Voilà, j'ai eu une épiphanie et je me suis dit, cette pièce de théâtre, il faut que tu en fasses un film. Et c'est le but dans ma vie. Vous savez, quand on est sur Terre et que... moi, je pense qu'on a tous un but dans sa vie. Et moi, je pense que c'est de réaliser ce film. Donc là, c'est cool, je réalise des petites vidéos, je fais des interviews, tout ça. Mais mon but ultime dans ma vie, mon projet de vie, c'est de faire connaître au reste du monde cette histoire. Donc c'était même pas ça mon fait en fait, j'ai fait une émission de télé-réalité. Comme j'étais sur les planches, il y a un directeur de casting qui m'a repérée et j'ai atterri dans une émission de télé-réalité qui s'appelait Ready for Love, qui était sur NBC Universal à Hollywood. Donc ça c'était une super bonne expérience, voilà. Ça a permis de rencontrer plein de gens, plein de producteurs là-bas et de voir un petit peu les coulisses, tout ça. Franchement, super expérience. Je vais vous mettre des petits extraits si j'en trouve. Et voilà. Donc vraiment, rien à dire. Bon, après, l'émission n'a pas marché parce que il y a eu des histoires, forcément. Donc j'ai dû rentrer en France. Mais sinon, ça m'a permis de voir un petit peu l'envers du décor de Hollywood. Quand je suis revenue en France, je sais pas pourquoi. Peut-être que le fait d'être à Los Angeles, ça m'a un petit peu... Voilà, voir toutes ces nanas parfaites, ça m'a un petit peu complexée. Donc quand je suis rentrée, j'ai voulu refaire ma poitrine. Et surtout qu'avec tous mes... J'ai fait un grand amincissement là-bas aussi. J'avais repris du poids quand je suis arrivée à Philadelphie. J'ai fait un régime. Non, moi, ça a toujours été... L'histoire de ma vie, c'est les régimes. Quand je suis arrivée à Philly en 2011, je suis montée jusqu'à 69 kilos. Je me suis regardée dans la glace, je rentrais plus dans mes jeans et tout. J'étais au bout de ma vie. J'ai fait, bon, là, il faut maigrir, il faut perdre du poids. Là, ça va plus du tout. Donc j'ai fait le régime du camp. Franchement, c'est le meilleur régime que j'ai jamais fait. Je suis pas nutritionniste, je suis pas docteur. Par rapport à ma propre expérience, j'ai fait ce régime-là. Et franchement, de tous les régimes que j'ai fait, c'est le seul qui a marché correctement. Après, il faut boire beaucoup d'eau et faut être sérieux dans ses choix de ce qu'on mange et tout ça. J'ai perdu grave du poids. Donc ma poitrine, ça ressemble à des gants de toilette. C'était plus possible. À cette époque-là, je pesais 58 kilos, 57, 58. J'étais au top de ma forme. Alors là, franchement, j'avais pas mal au dos, j'étais trop bien, je faisais du sport, j'étais endurante et tout, j'étais vraiment fit, trop bien, on voyait mes abdos et tout. Là aujourd'hui, laisse tomber, je suis au bout de ma vie. Bref, voilà. Donc du coup j'avais des gants de toilette et tout, j'en pouvais plus, je pouvais pas rester comme ça parce que voilà. Et du coup j'ai fait mes seins, je suis allée en Tunisie et on m'a raté. Super, on m'a raté, on m'a ouvert là, on m'a fait un gros trou. J'ai vécu un enfer, donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo parce que là c'est pas le sujet. Mais très mauvaise, là ça se voit pas forcément, on voit que j'ai 2 grosses boules, mais voilà, là, ça se voit pas, mais on m'a vraiment raté. Donc là je suis en train de voir pour les refaire plus petits. Et pour m'arranger le problème que j'ai, parce qu'on m'a ouvert le muscle, enfin, on m'a fait un travail de merde. Donc je suis un peu deg par rapport à ça aussi. Donc voilà, j'ai fait refaire ma poitrine et une mauvaise expérience parce que le résultat n'est pas comme j'aimerais qu'il soit. Mais voilà. Donc faites attention les amis, hein, si vous faites de la chirurgie, il faut savoir qu'il y a des risques et essayez de pas trop aller le faire loin. Hein. Je parle pas de la Tunisie en particulier, mais essayez d'avoir un médecin qui vous suit au jour le jour et qui soit pas trop loin pendant un ou 2 mois au moins de pouvoir avoir cette proximité avec le médecin parce que quand le médecin est dans un autre pays, c'est compliqué de revenir et de voir
de voir le docteur régulièrement et le suivi est très important. Fait numéro 13. Je suis une galère en amour. Fait numéro 13, j'ai de gros problèmes en termes de relations sentimentales. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Ça fait depuis le décès de ma soeur que je suis seule, en fait. Genre, en 8 ans, la plus longue relation que j'ai eue, c'était 7 mois. Et c'était quelqu'un de très très bien. Mais j'ai un problème, je sais pas. Voilà, on va dire que pendant que j'ai eu ce drame dans ma vie, en fait, la personne avec qui j'étais à ce moment-là, elle n'a pas été là pour moi. Et ça m'a écœurée des hommes. Ça m'a tellement affectée, en fait. C'est une personne pour qui tu pourrais mourir tellement tu l'aimes. Cette personne-là, quand tu as un drame comme ça dans ta vie, elle n'est pas là pour toi. Ça m'a traumatisée des relations et du coup depuis j'ai vraiment du mal à faire confiance aux hommes et dès qu'il y a un truc qui cloche, dès que je sens des signes d'abandon, dès que je vois que le mec c'est un lâche ou dès que je vois qu'il y a des trucs qui me correspondent pas, je me barre, c'est bon. Je veux plus entendre parler de ça, j'ai pas envie de souffrir en fait dans ma vie et dès que je vois qu'il y a des signes avant-coureurs, j'esquive. Mais bon, voilà, je suis pas désespérée. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'avoir une belle relation avec soi-même, déjà. S'aimer soi-même, c'est le plus important, je pense. Et à partir de ce moment-là, quand tout se passe bien dans sa vie, quand on est heureux dans son corps, dans son esprit, et là, on sera amène d'aimer une personne comme il se doit. Et je pense que voilà, moi, dans ma vie, il y a plein de choses qui vont bien et je suis très heureuse seule. Donc si je rencontre quelqu'un, il faut vraiment que cette personne, elle soit la cerise sur le gâteau, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ma vie, elle est bien. Si je rencontre quelqu'un et qui me crée des problèmes ou qui me rend malheureuse ou qui me rend triste, tout comme ça, pourquoi se contenter du médiocre alors que moi, ma vie, à la base, elle est bien. Je vais pas me downgrade, tu vois, je vais pas rendre ma vie encore plus misérable parce que je suis avec un mec qui c'est un boulet en fait. Non, je préfère être seule, être libre, être bien que d'être avec quelqu'un qui est malveillant en fait, tout simplement. Mais bientôt, un jour, Inch'Allah, je rencontrerai quelqu'un de bienveillant, de gentil, qui me fasse du bien, qui soit gentil avec moi, qui soit... Voilà, moi je veux un mec bien. Voilà. Ça existe, il me semble, non? Fait numéro 14. Mon préféré. Je suis fan. Alors, mais vraiment fan. Genre fan. Je kiffe grave l'univers Marvel. Donc, franchement, je kiffe trop. Je kiffe trop, j'aime trop l'univers Marvel. Dès qu'il y a un film qui sort, j'y vais. Dès qu'il y a même une série, des animés, je regarde. Là, en ce moment, je regarde Marvel Rising. J'adore, je kiffe trop, je suis trop à fond dans Marvel, je kiffe. D'ailleurs là il y a Avengers qui va sortir, je suis à fond. Mon rêve c'est de faire un film Marvel, d'être un super héros. Moi j'aimerais bien être Miss Marvel, c'est ma chouchoute Kamala Khan, franchement je trouve qu'elle est trop comme moi, elle est un peu voilà, elle est trop mignonne. Genre la meuf qui se lance des... Je kiffe trop. Et voilà, on verra Inch'Allah plus tard, tu vois. Fait numéro 15. J'ai 3 tatouages. Alors ils sont cachés, voilà, hein, parce que voilà, c'est personnel un petit peu. Bon, j'ai la Tour Eiffel ici, je sais pas si vous voyez bien. Là, vous la voyez bien. Là, j'ai le prénom de ma soeur en arabe. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. J'ai voulu ressentir la douleur en fait. Enfin, je sais pas, c'est super psychopathe que ce que je vais dire, mais comme je souffrais tellement intérieurement, j'avais envie de le ressentir sur ma peau en fait, la souffrance. Je sais pas pourquoi, quand ça m'a fait très mal parce que c'est les côtes. Et voilà, et donc du coup j'ai tatoué son nom ici. C'est très en arabe, c'est très très beau. Et ici sur la hanche, voilà. C'est que des tatouages tatoués, c'est-à-dire que même si je suis en maillot de bain, on peut pas les voir en général parce que voilà, c'est un peu personnel. Et là j'ai une phrase de Corneille qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Ça c'est l'histoire de ma vie. Alors, fait numéro 16. Alors je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être d'accord avec moi. J'adore manger. Genre je mange
manger et dormir, c'est ma passion. C'est vraiment, j'adore manger, c'est trop ma vie, j'aime trop. Et c'est d'ailleurs pour ça que là je suis en surpoids. Donc mon coach John, coach sportif, allez le suivre. On va bosser de ouf là parce que cet été, enfin c'est pas juste genre cet été, c'est genre j'ai envie de me sentir bien dans mon corps parce que là ça va plus. J'aime trop manger, faut que je me calme, vraiment. C'est important. Parce que là je me sens pas bien dans ma peau, je me sens une grosse patate. Alors fait numéro 17. Alors moi il y a un truc qui est très important pour moi, c'est de ne pas idolâtrer les gens. C'est-à-dire que je vais respecter tout le monde de la même façon, que tu sois genre homme politique, femme de ménage ou... il faut pas juger les gens en fonction de leur compte en banque, en fonction de leur compte, le nombre de followers qu'ils ont, ou voilà. Moi j'idolâtre personne, c'est pas parce que t'es... genre, je sais pas moi, une star américaine ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est très marrant. J'ai mis un gros râteau à une star américaine. Je vais pas dire qui c'est, forcément, on était dans un festival et tout, et genre, je voulais juste avoir une interview. Donc, je donne un indice, c'est un rappeur. C'est un rappeur et tout. Je l'ai mis un râteau, mais vraiment, gars, je lui ai donné mon numéro de téléphone parce que je voulais le faire en interview, mais il me harcelait, et c'est juste que cette personne ne me correspondait pas et que je la trouvais irrespectueuse. Et son mode de vie était, en plus c'était très très jeune, mais son mode de vie était à milieu de ce que moi on n'a pas du tout les mêmes valeurs de vie, ni le même respect envers les gens. Donc voilà, pour vous dire, c'est pas parce qu'on est millionnaire ou qu'on a 4 millions de followers sur les réseaux sociaux qu'on est une meilleure personne que quelqu'un de normal, voilà. Moi, j'idolâtre pas les gens, j'en ai rien à foutre, je vais lécher le cul de personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur YouTube et je ne lèche le cul de personne, j'en ai rien à secouer. Tu peux être qui tu veux, si tu me respectes pas, je vais pas te respecter. Fait numéro 18, je suis maman. Et oui, je suis maman d'un petit bébé qui s'appelle Kenzo. Je l'aime trop, c'est trop mon bébé. C'est mon chien, il a 1 an et demi, voilà, il est là maintenant, il est dans le sud avec ma mère. Bon, ça, je l'ai même pas dit sur mes réseaux sociaux, mais pourquoi j'ai pas abandonné mon chien à ma mère ni rien, mais en fait, mon chien, il a un traitement à prendre et il a une maladie orpheline. Il a un problème au pancréas et d'ailleurs, quand je l'ai eu, il était tout maigre, il était tout chétif et tout, et je savais qu'il y avait un petit problème. Je suis allée à l'école vétérinaire à Alfortville et tout. Et ils ont fait des prises de sang, d'ailleurs ça coûte une blinde. Et ils ont vu qu'il avait un problème au pancréas. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aime encore plus, parce qu'il est malade. Et je l'ai acheté en plus le jour de l'anniversaire de ma grande sœur, le 13 janvier l'année dernière, 2018. Et ouais, et donc du coup, voilà... il a sa petite maladie, donc j'ai dû le ramener ici, comme ça ma mère elle s'occupe bien de lui, elle lui donne du pancréas frais, elle lui donne des enzymes pour qu'il puisse digérer, parce que sinon en fait il digère pas, s'il a pas ce traitement là il peut pas digérer la nourriture, et il a des coliques, et il est tout maigre, il n'arrive pas à garder ce qu'il a dans son corps. Donc là, depuis qu'il est là, il a bien grossi, il est beau, il est trop mignon, il est gentil, mais genre quand il vient, il te fait des câlins et tout. C'est vraiment, des fois il y a des animaux, des chiens qui sont plus gentils que des êtres humains, mais tellement, enfin franchement je veux dire, moi ça me choque pas, hein, les gens qui tatouent leur chien sur leurs bras, ou ça ne me choque pas, parce que les animaux te donnent tellement plus d'amour que certaines personnes. Franchement, je vous assure, c'est un truc de fou. Alors fait numéro 19, un truc que je déteste faire. Je déteste faire la vaisselle. Maman ? Oui. Pas vrai, je déteste faire la vaisselle. On veut ça, oui. Viens, vas-y, viens. Viens. J'arrive, je suis pas habillée. C'est pas grave, moi aussi je suis en là-bas. Viens. Je viens. Si tu m'invites. Vas-y, viens, non, mais mets-toi derrière, parce que là, il n'y aura pas la place. Si je te mets là. Alors, je vais vous raconter ce qu'elle faisait quand elle était petite. Bon, petite, là, hein, à l'adolescence. Hein, c'est ça. On mangeait, pour débarrasser, on ne voyait plus si elle est où. Jusqu'au jour où j'ai remarqué qu'elle allait aux toilettes, restait le temps qu'on débarrassait. Et quand on a bien débarrassé, nettoyé la table et tout, je suis là.
Elle venait tranquillement jusqu'au jour avec sa petite soeur. Elle me dit, mais c'est toujours moi qui fais le débarrasser, nettoyer la table. C'est la vaisselle que j'aime pas faire. Voilà, t'aimes pas faire rien. Non, là, elle débarrassait la vaisselle. Bon, maintenant, elle a grandi. Ah oui, Elle a grandi. J'ai grandi, j'ai changé. Elle a changé, petite Jeanne. Je t'aime. Ouais, bon, c'est Voilà. ma maman. Hein. Allez la suivre sur Instagram. Oui. Ma mère, elle est accro aux réseaux sociaux. Elle a Instagram, Twitter, Facebook. Voilà. Pourquoi t'as tous ces réseaux Et sociaux, maman? Snapchat. Non, c'est parce que je suivais CM quand elle était aux États-Unis. Et c'est vrai, et je suis la petite aussi, ça me permet de voir ce qu'elles font. Elle nous Et puis je espionne. suis, oh, même pas, Si, même elle pas. nous Je speed. suis contente. Dès qu'elle me voit dans une chicha, elle me speed. Oh non, tu vas pas à la chicha. Oui, voilà, j'essaie parce qu'il paraît qu'il y a la drogue là-dedans, on voit des choses et j'ai peur pour mes filles, comme toutes les mamans, hein, je la suis, j'essaie d'être raisonnable, mais j'ai peur pour mes filles, comme toutes les mamans. Hein. Oui. Si on les aime pas, nos enfants, on les laisse faire n'importe quoi. Ah ouais. Voilà. Mais je les aime trop, mes enfants. C'est mes yeux, Ouais. c'est mon cœur. Voilà, je vous laisse. Merci. Mon bébé. Merci maman. Ma maman. Elle est trop mignonne. Elle m'a fait chialer. Fait numéro 20. Je suis... Putain, je brille et tout. L'archoums. Je suis obsédée par mes cheveux. Comme toutes les filles, je crois. En fait, je vous explique ça. Mes cheveux, là, vous voyez, j'ai pas d'extension. Ça, c'est mes cheveux. J'en ai pas beaucoup, mais j'attends qu'ils poussent parce que ça y est, j'en ai marre de tricher. Ça fait 10 ans que je faisais des tissages, des lignes de tissage et tout. Et ça a grave abîmé mes cheveux. Et du coup, j'avais des trous. Enfin, vous voyez là, j'ai un peu des trous des fois. Du coup, là, je voulais vraiment les laisser pousser parce que j'en ai trop marre. En fait, pourquoi j'ai commencé à faire des lignes de tissage ? C'est parti. Bon, c'est moi. Enfin, moi, j'ai déjà fait les deux. J'ai déjà fait les extensions à la kératine et les lignes de tissage. Et franchement, je préfère largement les lignes de tissage parce que ça abîme beaucoup moins les cheveux. Mais c'est vrai que voilà, pendant 10 ans, il faut laisser respirer. Moi, 10 ans, j'enlevais, je remettais, depuis que j'ai 20 ans. Donc comment j'ai commencé ? C'est très simple. Je suis allée en été, je voulais me faire des mèches comme Beyoncé. Je voulais les cheveux un peu caramel pour tester et tout. Et du coup, je suis tombée sur une nana. Et je dis voilà, une coiffeuse. Et elle m'a cramé les cheveux. Elle m'a fait des mèches blondes platine. Je voulais pas ça à la base. Je me suis regardée à la glace, j'avais envie de pleurer, je ressemblais à une vieille, j'avais comme si j'avais des cheveux blancs. J'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, donc du coup j'ai tout perdu. Mes cheveux c'était du chewing-gum, tout derrière ça tombait, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Et de là donc je me suis reteint en brune et là j'ai commencé à faire des lignes de tissage. Et j'attendais qu'ils poussent et voilà. Et donc là depuis, ça fait 6 mois que j'ai arrêté d'en porter, donc vous le voyez dans mes vidéos, j'ai beaucoup moins de cheveux. Voilà, j'ai beaucoup moins de cheveux qu'avant. Mais j'attends que ça pousse. Là, si vous avez, les filles, si vous avez des conseils à me donner pour les cheveux, je vais tester. J'aimerais avoir des produits capillaires, tester des produits capillaires. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des petites astuces et tout ça. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça m'a touché un peu de voir ma maman parce que là, je vais vous dire la vérité. Je ne l'ai pas dit sur mes réseaux sociaux, mais... ma maman, en fait, je suis venue là cette semaine parce qu'elle avait un problème de santé et elle s'est fait opérer. Donc moi, ma mère, c'est la chose la plus importante que j'ai sur Terre, qui me reste sur Terre après tout ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que là, elle était en train de se reposer en haut, elle est descendue. Mais moi, si je la perds, je peux pas... Voilà. Et donc elle s'est fait opérer cette semaine et c'est pour ça que je suis descendue dans le sud. Et voilà, et là elle va mieux grâce à Dieu, mais je remercie le bon Dieu, alhamdoulilah, vraiment. Et voilà, c'est ma mère, c'est la personne la plus importante que j'ai sur terre et que Dieu la garde, Inch'Allah. Mouah. Et vous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, d'apprendre à me connaître un peu mieux. Et voilà, j'espère que ça va pas être trop long et trop rébarbatif parce que là, ça m'a l'air d'être un peu long. Mais bon, je vais essayer de cutter au maximum. Gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications, de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Mouah.